Donc aujourd'hui, on va parler de comment maîtriser son domaine de recherche avec des outils et la pratique pour un monitoring efficace. Donc bien sûr, la veille stratégique, elle est la base de l'activité de recherche pour savoir donc quels sont ce qui est déjà publié, sur ce qu'on se base, pour avoir des nouvelles idées, ainsi de suite. Et pour les étudiants aussi, pour découvrir des champs disciplinaires, des grands champs disciplinaires, et que ce soit pour la ligne de recherche, pour la publication, pour les financements, et ce qui est le plus important aussi pour l'utilité publique, scientifique et sociétale. Donc là, je vais parler de trois outils, donc deux plateformes, donc Sciences Direct, Scopus, et puis un outil comme un gestionnaire de référence, être un gestionnaire de référence. Donc là, je prends l'exemple de Mendeley, mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de gestionnaire de référence. Donc ainsi, là, j'exemplifie un petit peu sur à quelles étapes on peut s'en servir, bien sûr, des différentes plateformes pour découvrir, pour avancer, pour découvrir, pour consolider les savoirs, formuler des hypothèses via les lectures et les références, et puis pour organiser les ressources. Donc, c'est surtout ça que je vais parler de Mendeley aujourd'hui. Et puis après aussi pour partager les découvertes, pour écrire. Donc, Mendeley ou un gestionnaire de référence va être très important aussi pour faciliter tout ce qui est citation, bibliographie quand on écrit. Et après, soumettre, être lu, cité et ainsi de suite. Donc, juste un petit mot sur les petites plateformes, sur les plateformes, parce qu'on a souvent des questions sur c'est quoi la différence, Scopus, Sciences Direct, PubMed, etc., etc. Donc, Sciences Direct est une plateforme interdisciplinaire et on va avoir différents types de contenus, depuis des contenus fondamentaux comme des encyclopédies, des livres, des pages concept, d'ailleurs, je vais montrer le prochain, des pages concept, et puis après, des contenus un peu plus pour des gens qui connaissent plus au domaine, des experts, donc des périodiques, que ce soit des périodiques de livres qu'on appelle de series books, e-books, et les revues aussi. Donc, le contenu de Sciences Direct, il est de très haute qualité. Quand on voit les citations, on a 31% qui sont classés dans le premier dans leur domaine en 2019. Et ce qui est des livres, on a sur un impact qui est 2 fois plus que la moyenne mondiale par rapport au champ. Sur Sciences Direct, on va avoir aussi ces pages concepts qui vont venir définir des concepts globaux avec pour base de la littérature scientifique. Donc, parfois, on peut utiliser des ressources ouvertes comme Wikipédia. Et là, on propose aussi ces pages concepts basées sur la littérature scientifique, les livres et les articles qu'on peut trouver quand on fait une recherche sur Google, ou alors qu'on peut trouver aussi quand on va sur une page Topics, qui peut être d'ailleurs aussi utilisé par les enseignants. Ou alors quand on est sur une publication sur Sciences Direct, on peut aussi avoir cette aide-là. Donc, pour se familiariser avec un concept. Surtout parce que de plus en plus, on est dans cette recherche interdisciplinaire, multidisciplinaire. Donc, on n'est pas familier avec tous les concepts. Et pour les étudiants, c'est aussi très intuitif et encore une fois basé sur une littérature scientifique. Sur Sciences Direct, on a aussi plusieurs technologies. Donc, on a un lecteur accessible. Donc, par exemple, il y a quelques années, il y a une revue qui a été lancée que ça s'appelle le Science Talks, qui est en vidéo, donc qui est aussi multidisciplinaire. Donc, elle parle de plein de sujets. Et donc, on a un lecteur qui a le premier lecteur accessible. Donc, on peut choisir les polices, les contrastes, etc. qu'on veut. On a aussi mis en place une recherche centrée sur les documents. Donc, pour certains domaines de recherche, on peut avoir accès aux documents, pardon, non, aux illustrations, aux figures. Donc, on peut avoir déjà accès aux graphes des différentes euh, euh, publications, par exemple dans la biochimie ou autre. Et la différence avec Scopus. Donc, Sciences Direct va être tout ce qui est publié par Elsevier. On fait des pilotes avec d'autres éditeurs, mais majoritairement de
Principalement, c'est du contenu publié d'Elsevier et donc on va être sur du texte intégral. Donc on va avoir accès donc au texte intégral. Et en France, comme on a un accord national, donc vous avez une grande partie de ces textes qui sont accessibles. Et puis après, il y a aussi la partie open access qui est ouverte à tous et aussi des souscriptions que les institutions prennent pour des livres ou autres. Et donc, sur Scopus, on va être sur une base d'abstract et d'indexation, mais sur une base plus large parce qu'on va couvrir 7000 éditeurs. Et donc, encore une fois, différents types de contenus. On va être aussi sur une base multidisciplinaire. On aura donc des articles, des actes de conférence, donc parce que, par exemple, en ingénierie ou les sciences informatiques publient plutôt sur des actes de conférence. On va avoir aussi des livres. Et aussi, pour ceux qui connaissent bien déjà le domaine, ça peut être intéressant aussi de regarder les préprints. Donc, les préprints, ce sont des pré-publications qui n'ont pas été encore avalées par les pairs et publiées formellement dans une revue. Donc, on peut voir ce qui est en train de se faire, quelles sont les nouvelles recherches qui vont être, voilà, qui vont être bientôt publiées peut-être. Et donc, pour les étudiants, on a toujours encore des livres qui peuvent être aussi, ou alors aussi les articles de révision. Et encore dans Scopus, on va avoir d'autres outils analytiques ici, des profils d'auteurs, affiliations et autres. Alors, je vais vous montrer après comment on peut utiliser pour faire des alertes aussi, des alertes pour la veille, si on veut suivre un chercheur, voilà, un laboratoire ou ce genre de choses qui travaille dans notre champ ou qui est très important et on veut suivre ses publications, par exemple. Et juste un petit mot aussi, donc il y a une représentation globale, donc il y a du contenu dans différentes langues. Bien sûr que la langue scientifique pour qu'on puisse euh, lire dans différents pays est majoritairement l'anglais, mais on a aussi d'autres langues, on a le français, on a le chinois et le russe. Mais ce qu'on demande, donc ça c'est quelque chose que tout ce qui est indexé dans Scopus, il y a, c'est qu'il y aura le titre et l'abstract en anglais. Donc, on peut aussi avoir une idée de ce qui se fait dans un autre pays, dans une revue plus locale, par exemple. Donc, ça permet aussi d'inclure différents types de recherches. Alors, il y a des choses que Scopus et en fait Sciences Direct fait aussi automatiquement. Ils ont différents types de, de lématisation, on va dire comme ça. Donc, ils vont être insensibles à la majuscule, au caractère, aux accents, par exemple, et ils vont aussi aller chercher les équivalents. Donc, par exemple, si on écrit behave avec avec l'orthographe américaine ou l'orthographe anglaise, par exemple, peu importe, il va chercher dans les deux. La lématisation, c'est là qu'on va avoir des choses différentes. Dans Sciences Directes, c'est une recherche plutôt basique, donc il y a une lématisation plus grande pour aider à trouver ce qu'on veut chercher. Sur Scopus, on aura une lématisation va englober les formes au singulier, au pluriel, adjectifs et les variantes. Donc, par exemple, wide, wider, widest, par exemple les variantes de ce type. Donc, on va être plutôt sur une recherche plus structurée sur Scopus et un peu plus. Donc, on va vraiment savoir avec les mots-clés, ce qu'on cherche, quelle est l'étendue. Donc, c'est vraiment un outil plus, on va dire, euh, le pousser de cette manière-là. Et on va faire un autre webinaire justement comment on peut travailler avec les mots-clés sur Scopus. Mais aujourd'hui, c'est juste une vue d'ensemble. Donc maintenant, comment rendre sa veille bibliographique aussi efficace que possible? Donc pour avoir des résultats pertinents aussi. Et donc la petite charge là me rappelle parce que c'est souvent aussi une question qu'on a. Alors pourquoi ne pas simplement chercher sur Google? C'est quoi la différence entre ces différentes bases? Donc là, j'ai pris Scopus, mais ça peut être, c'est vrai pour Sciences Direct. Donc on a la qualité et la fiabilité.
Donc, c'est une base de données académique qui indexe des articles de revues scientifiques évalués par les pairs. Et donc, a été conçue et spécifiquement pour ce cas donc, de littérature académique. On va offrir une couverture étendue, mais seulement sur des revues qui sont évaluées par les pairs, qui ont certains critères, qui sont évalués par un comité qui est indépendant, un comité de chercheurs et des personnes qui travaillent dans des bibliothécaires et aussi des éditeurs de différentes revues, qui vont dire donc, qui vont émettre un avis sur le contenu indexé dans Scopus. Et ceci parce qu'on voit de plus en plus de revues prédatrices. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est les revues prédatrices, mais on a aussi des mises à jour régulières. On a une cohérence, une transparence sur ce qu'on cherche et sur ce qui est indexé dans Scopus. Donc, on peut avoir la liste des sources indexées, à partir de quand à quand elles sont indexées. Et aussi, donc là, les moteurs de recherche comme Google et autres, ils font des choix intelligents automatiques comme on met certains termes, parce qu'ils veulent que vous ayez le plus de résultats possible pour éviter de donner trop peu de résultats. Donc, il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas. Et aussi, ils vont personnaliser en relation au comportement de ce que vous avez vu, cliqué, etc. Les résultats. Donc, si on fait des recherches différentes, la même recherche, vous et moi, on va obtenir des résultats différents. Et juste un mot sur des revues prédatrices. Donc, souvent, c'est des revues qui vont mimer les titres qui sont des revues qui sont qui sont connues. Donc, vous voyez, c'est assez nuancé. Un est la Journal of et l'autre n'a pas. L'impact factor est très différent. L'autre, ce n'est même pas un impact factor. C'est pour ça que c'est entre guillemets, parce qu'ils appellent ça impact factor. Mais en fait, quand on regarde la petite étoile, c'est calculé sur les citations de Google. Donc, ce sont ces revues qui ne vont pas aller, ne sont pas là, ne vont pas, il n'y a pas de définition en fait de revues prédatrices, mais quand on parle dans la communauté scientifique, on parle de revues qui n'ont pas de qualité de peer review, donc d'évaluation par les pairs, qui sont assez agressifs pour appeler les personnes. Et puis surtout, il n'y a pas de pérennité. Donc, on publie dans ces revues, on paye, c'est pour ça qu'elles demandent, et voilà, c'est leur business, mais qu'il n'a pas de service derrière, il n'y a pas de qualité de peer review, une politique éditoriale sérieuse, et surtout, parfois, elles disparaissent. Donc, le travail n'est même plus disponible. Donc, ça, c'était juste un petit aparté. Et maintenant, on va sur la démo des différentes plateformes. Alors, sur Science Direct, vous connaissez souvent déjà. Donc, je vais juste vous donner quelques trucs et astuces sur Science Direct. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Écran. on voit bien. Ah, OK. Voilà. Merci. Donc ici, on peut faire donc des recherches par mots-clés. Ici, on peut aussi aller chercher directement, si on veut avoir accès à une revue ou un livre. L'enseignant, le professeur a dit, oh, voilà, et c'est ce chapitre de ce livre, on peut aller directement chercher le livre en question, par exemple. On a ici toute une page où il y a les derniers articles qui sont publiés ou les articles les plus téléchargés que les gens sont en train de lire sur différents domaines. Et surtout, ce que je vous préconise, c'est de créer un compte. Ce sera le même compte que vous allez utiliser pour Scopus, pour Mendeley, pour Science Direct. Et comme ça, vous pourrez avoir sur Science Direct une personnalisation qui vous pouvez dire si vous voulez ou pas. Et sur Scopus, vous pouvez aussi faire des alertes, d'ailleurs, comme Science Direct aussi. Donc là, je vais aller sur mon compte. J'en ai déjà un. Donc là, il a juste vu que je suis déjà connectée. Et donc, au niveau des personnalisations, on peut avoir les recommandations. Donc, par rapport aux articles que j'ai lus sur Science Direct, quelles sont les autres recommandations que je peux avoir? Donc, par défaut, quand vous créez le compte, il n'est pas activé. Donc là, c'est quelque chose que vous devez activer. Donc là, on vous dit quelles sont les données qu'on prend. Donc, par exemple, les accès, vous avez cliqué, mais encore une fois, il faut être logué
sinon pour avoir cette recommandation, bien sûr. Et donc, à partir de ce que vous avez vu, on va vous faire des recommandations. Donc, voilà, c'est à partir de ce que j'ai lu sur Sciences Direct. Donc là, c'est les différentes recommandations. Et quand on a mis en place cette fonctionnalité quelques années avant, il y a déjà quelques années en fait, on a eu un retour très positif, surtout des personnes voilà, que ce sont des chercheurs, etc., qui disait, bah, c'était surtout pour de la littérature qui était pas très ancienne, on va dire moyenne, on va dire il y a 5 ans. Donc là, vous voyez, c'est un article 2022 qu'ils avaient loupé et qui, voilà, mais qui était très pertinent, qui était recommandé. Donc, parce qu'une fois qu'on est dans le domaine, c'est vrai qu'on regarde souvent ce qui est le plus récent. Et donc c'était surtout ce feedback-là qu'on avait eu. Et donc, voilà. Donc, vous avez ici. On peut aussi, par exemple, pour pas, on est allé cliquer sur un article, mais après, on n'arrive pas à le retrouver. Donc, on peut aussi avoir l'historique. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est l'historique. Et là, mon historique, il est en pause. Donc, je peux l'activer. Donc, là, je vais l'activer. Pardon, là c'est bon. Il est activé. Donc tout ce que je vais consulter maintenant, il va être ici en termes de recherche. Et puis ici, donc ça c'est Search History. Donc qu'est-ce que les termes de recherche je vais faire. Et puis ici la même chose, mais en termes d'articles. Donc les articles que j'ai cliqués, j'ai lus, etc. Donc là, c'est les articles que j'ai vus dernièrement. Donc ça permet, si j'ai cliqué, je suis revenue, j'ai fait une manip, je reviens. Ah, je me rappelle plus exactement quel article, mais c'était intéressant, etc. Donc, d'avoir accès rapidement à cet article-là. Et vous gérez aussi votre historique, c'est-à-dire là, je peux supprimer tout ça, je peux supprimer tout. Et encore une fois, je peux dire, je ne veux plus ça, je vais le mettre en pause, comme je vais faire avec mon historique de recherche. Parce que bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir l'historique des, des papiers. Et puis, bien sûr, on peut faire des alertes. Alors, on peut faire des alertes de recherche ici. Et aussi, on peut faire des alertes sur des revues et des book series. Donc, dès qu'il y a, par exemple, dans mon champ de recherche, c'est Cell Press, par exemple. Et donc, je peux suivre Cell Press ou Cell Stem Cell. Et comme ça, à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles, ou là, je peux en fait dire qu'est-ce que je veux. C'est le volume, donc j'aurai la table avec tous les articles qui ont été publiés, ou alors si je veux aussi, dès qu'un article est in press, je peux l'avoir aussi. Donc comme ça, je l'ai au plus tôt. Alors comment faire ces différentes recherches? Donc je vais vous montrer déjà, donc on peut aussi faire une recherche avancée, et là je vais faire donc sur l'exemple qui était sur la marine biodiversity. Et donc ici, comme j'ai dit, sur Sciences Direct, on est plutôt sur une recherche facilitée, plus intuitive. Donc par exemple, je vais taper, je vais commencer à écrire des mots. Il va me proposer certaines choses. Donc là, je vais aller sur Marine Biodiversity. Et ici, donc j'ai déjà mes topics. Donc là, ça rentre dans ce topic Earth et Planetary Science. Donc là, c'est quelque chose qui est très, voilà, sur un seul thème. Mais par exemple, parfois, je peux avoir un qui sont sur plusieurs thèmes, et donc j'aurai des concepts qui vont être présentés sous différents angles. Par exemple, par rapport à la psychologie, je pense dans mental health, si je fais mental health, ça sera un peu plus comme ça. Par rapport à la psychologie, par rapport à la biologie, par rapport à la médecine, donc j'aurai différents concepts. Et pour vous montrer ces pages de concepts, donc elles se présentent de cette façon-là. Donc, il y a le concept plus concis, on va dire, une définition plus concise ici. Et donc ici, basé sur une encyclopédie, puisque c'est voilà, c'est ce qu'on a de fondamental vraiment pour venir donner des concepts. Et puis après, on a plusieurs articles de livres qui sont en lien. Et donc là, on a accès gratuitement à à ces pages-là. Et donc, ça peut me donner plus
plus de compréhension sur ce sujet. Donc, ici, sur ce chapitre, j'ai accès à tout ça. Donc, ça me permet d'aller réellement regarder un concept déjà d'une forme concise. Après, si je veux explorer plus et d'être basé sur une littérature scientifique. On a aussi des termes corrélés. Donc ici, j'ai endémisme, marine protected area, ocean acidification, etc., etc., que je peux aller aussi explorer ces concepts après. J'ai des publications qui sont recommandées, donc c'est des revues qui traitent plus particulièrement sur ce concept, ce thème. Et puis les auteurs qui publient, sont très connus sur ce thème, qui publient beaucoup et qui ont, voilà, une reconnaissance. Donc, par exemple, si je clique sur la revue Environmental Science Policy et je veux la suivre, donc je vais aller dans Article in Issues et je vais faire une alerte pour cette revue. Donc là, maintenant, je suis cette revue, donc j'aurai sur mon mail dès qu'il y a un nouvel article. La même chose, j'ai pas besoin d'aller sur une page concept, je peux simplement cliquer sur le nom de la revue ici, Ecological Indicator, et ça sera la même chose. Je peux filtrer sur différents types de, de documents selon où ce que je cherche, si je veux chercher seulement les articles de recherche, si je veux plutôt chercher des livres, par exemple, ou des encyclopédies, parce que je suis encore en train de me familiariser avec ce concept, ou alors des articles de révision qui vont prendre voilà, ce qui s'est passé au moins dans un champ euh, il y a 5 ans au moins, voilà, qui vont faire des résumés sur ce qui a été récemment découvert. Et donc là, sur les articles, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je peux avoir, donc là, il y a des graphical abstracts, donc des abstracts, donc sont des résumés de l'article. Donc je peux avoir accès directement à l'abstract et regarder, c'est intéressant que je lise cet article. J'ai aussi donc le résumé en illustration que les auteurs ont mis à disposition de ce que c'est, de quoi on parle. Et puis les figures, les images. Donc je peux aussi avoir accès aux images. Donc encore une fois, pour certains champs, ça peut être intéressant. Hem, donc là, je vais aller sur l'article et donc ici, j'ai pour certains la plupart de nos articles, on a ces highlights qui vont donner les principaux points que l'article met en évidence. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais les petits points verts aussi me permettent de voir si j'ai accès à ces articles, le, mmh, dans son intégrité. Hem Et donc, ici sur les articles, alors j'ai pris un que j'ai pas de donc ici sur ces articles, je peux avoir accès aux différentes, en un seul clic, aux différentes références. Je peux aussi avoir accès à ce que les auteurs ont déjà publié. Donc là, je vais aller sur, par exemple, là, il y a quelques documents et puis après je peux aller sur, le profil d'auteur de livres Istradorf et voir ce qu'elle a publié, par exemple. Je trouve ça très intéressant et puis vous avez aussi les articles recommandés. Donc, aussi une fois les gens qui ont lu cet article, qu'est-ce qu'ils ont trouvé intéressant? Donc j'ai différents articles recommandés ici. Hem Et puis le credit authorship, c'est quelque chose qu'on met, de plus heu, en place dans nos revues. Donc la plupart de nos publications auront ça et donc en fait, je sais par rapport aux auteurs qui a fait quoi. Donc si, vous voulez, prendre contact avec l'auteur, vous avez un peu, les différentes, responsabilités de chaque auteur. Donc, on va plus aujourd'hui sur un terme de collaboration, la recherche collaborative. Donc, dans cet aspect-là, ce que les différents collaborateurs ont contribué. Je vais prendre un plus, pardon, de 2023 parce que vous pouvez aussi voir quels sont les documents qui ont cité ce document-là? Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut voir comment la recherche a évolué. Donc, les documents que se basent en partie totalement, je ne sais pas, donc il faudra les lire. Hem, En tout cas, les sites et donc, donc ils se sont basés sur cette étude
faire évoluer le champ d'une certaine façon. Donc là, je l'ai cited by. Donc, je peux voir ces documents ici, par exemple, sur le cited by. Alors, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'impact des microplastiques. Donc, je vais mettre maintenant microplastiques dans la diversité, biodiversité marine. Et là, je vais aller dans 2023 aussi. Et donc ici, par exemple, j'ai aussi ces pages concept. Donc dès que un, un terme est surligné, c'est-à-dire qu'il y a un concept. Donc par exemple, je ne sais pas trop ce que c'est l'écotoxicologie. J'ai une petite idée, mais je peux aller regarder donc cette page concept. Donc quand on est en train de lire, si on n'est pas familier avec quelque chose, et c'est dans une page concept, par exemple les microplastiques, je peux cliquer dessus. Pour simplifier, il y a quelques années, ce qu'on a mis aussi, c'était que, par exemple, on n'est pas familier avec un concept. Ici, je veux cliquer, par exemple, sur écosystème. Je peux le surligner et puis lancer une recherche directement d'ici vers la recherche sciences directes. Alors, sur sciences directes, c'était ça que je voulais vous montrer. Je vais juste voir un autre exemple pour vous montrer, par exemple, un article de révision. Par exemple, celui-là. Je vais voir mon full outline. Non, celui-là, il n'a pas encore de citation. Donc, c'était que dans certains, voilà, celui-là, il a plus de citation. Quand on a le texte intégral, donc par exemple dans nos revues, on va voir déjà la partie où il est cité. Donc, ça permet aussi de déjà contextualiser cette partie-là. Donc, par exemple, là, vous avez ici où cet article a été cité. Ah oui, c'est intéressant, je vais aller le voir alors. Donc, c'est intéressant d'avoir donc cette dynamique aussi de aller chercher les articles cités. Et donc, bien sûr, on peut faire des alertes ici. Euh, et dans Sciences Directes, vous allez voir, il y a plusieurs filtres parce que comme on a accès au texte intégral, on peut aussi aller chercher dans différentes parties, si c'est seulement dans le titre, l'abstract, etc. Donc, je peux aussi faire un alerte ici par rapport à ces mots-clés. Donc ça, c'était pour Sciences Directes. Alors, je vais prendre le même exemple. Donc ici, c'est pour ce que j'ai ouvert comme le profil d'auteur tout à l'heure. Donc, on va aller sur Iscopus. Et ici, je vais prendre donc Marine Biodiversity et microplastique. Alors, juste pour vous montrer un peu la différence et microplastique. Alors, j'ai 7000 éditeurs. Avant, j'avais que Elsevier. Et bon, on fait un pilote avec quelques éditeurs, mais c'est vraiment pas à la taille de Scopus. Et là, j'ai 26 résultats. Alors, comme j'ai dit, la façon de chercher va être différente. Donc, sur Sciences Direct, on est vraiment sur une façon non experte. Ici, on va être plutôt sur une recherche plus experte parce on veut vraiment savoir quels termes. Donc, aura moins de lématisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il va moins chercher des termes corrélés. Et donc, ici, on va, par exemple, aller prendre... Je vais aller prendre ça. Donc, je vais travailler avec des booléens et des troncatures. Donc, on va faire après une session que pour ça. Ici, je vais déjà prendre, je voulais juste exemplifier ça. Et aussi, ça va donner un peu plus de pertinence. Donc, je vais mettre Marine Diversity. Oh, pardon. On va faire, non, c'est pas grave. On va faire Marine or Ocean
or aquatic. Euh, or sea life. Ça peut être sea life, je mets comme ça parce que je veux que ça soit dans un seul terme. Et là, je vais mettre diversity. Ça peut être biodiversity ou diversity. Alors, je vais mettre une troncature diversity. Et je vais dire que ce terme peut être séparé jusqu'à 4 mots, on va dire. Alors, peut-être que je complique un peu, on peut faire plus simple. And microplastic, mais je vais mettre plastics, comme ça. Et encore une fois, singulier au pluriel, là, il fait automatiquement. Mais comme il peut y avoir aussi plastic debris et autres, donc c'est pour ça que je mets ma troncature. Donc là, j'aurai un peu plus. Donc je vais être bien plus sur une recherche plus ciblée. Il faut que ces mots-clés apparaissent, comme j'ai mis ici, article, titre, article, abstract et mots-clés. On va aussi, donc sur Scopus, ils vont aussi mettre des mots-clés du vocabulaire contrôlé pour aussi augmenter la découvrabilité des différents articles. Et donc là, j'ai à peu près 200 résultats. Si je vais ouvrir mon abstract, ce qui est sympa, c'est que j'ai déjà les différents termes surlignés. Donc, vous avez vu, parfois, c'est pas vraiment aquatic biodiversity, mais c'est biodiversity of aquatic resources. Euh, donc là, les microplastiques apparaît un peu plus loin, mais ça traite bien de cela. Et je peux, bien sûr, j'ai différents filtres. J'ai donc, si c'est mon champ et je l'étudie, je sais exactement, je vais juste avoir ce qui est le plus récent, donc j'ai le plus récent par défaut. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle la relevance, et donc là, la pertinence, je vais traduire comme pertinence. Il va calculer avec un algorithme et il va peser les mots-clés que j'ai mis là avec la fréquence qu'ils apparaissent, donc le titre abstract et mots-clés, ici. Donc, par exemple, on peut aller le voir, par exemple. Et donc là, c'est des livres qui apparaissent. Et j'ai aussi cet article ici de 2023 qui apparaît. Voilà, ici. En fait, il fait une corrélation avec les mots-clés que j'ai mis, la fréquence qu'ils apparaissent en général, et puis s'il a une plus grande fréquence, il va me mettre ici. Donc ça, c'est la pertinence. Si, pourquoi pas, je suis en train de voir quels sont, en première approche, quels sont les articles les plus cités. Donc, bien sûr, pour avoir une citation, il faut attendre 1 an ou 2, donc ça ne sera pas vraiment les articles plus récents. Mais c'est une approche. Je peux regarder les articles les plus cités aussi. Donc, vraiment, les articles que tout le monde, non, mais on est une très grande partie de cette communauté en train de se baser. Donc, donc, ça peut être des articles qui ont vraiment apporté une très grande contribution dans ce champ, donc 2008-2002. Aussi, bien sûr, plus l'article il est ancien, plus il aura des citations. Donc, par exemple, je peux mettre ici que je veux être sur les 20 dernières années, par exemple, depuis 2004, par exemple, ou les 10 dernières années. Donc, à vous de voir. Et donc là, encore une fois, je suis sur une base très, très large avec vraiment plus de 7000 éditeurs. Donc ici, j'aurai, comme tout à l'heure, tout est cliquable. Et donc, bien sûr, je vais juste revenir. Bien sûr, hein, une fois que j'ai fait toutes ces choix de mots-clés, etc., je vais sauvegarder ma recherche. Alors, il y a 2 types de sauvegarde ici. Je vais être alertée par email dès qu'il y a un article qui sort. Je vais faire l'alerte. Et donc là, chaque semaine, chaque jour, dès que j'ai un article qui sort, je vais recevoir. Donc, à vous de choisir la fréquence. Donc, même le jour de la semaine, je peux choisir. Donc, pour ceux qui travaillent sur un champ donné, ça peut être intéressant. Et puis, je peux aussi seulement sauvegarder la recherche. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je vais recevoir sur ma boîte email. Mais bon, j'ai passé quand même un peu de temps et je vais refaire cette recherche de temps en temps. Donc, je peux sauvegarder. Mais c'est à moi d'aller sur Scopus, d'aller cliquer sur la recherche pour la lancer. Voilà. Donc, c'est deux approches différentes. Euh,
Donc ici, sur l'article, on va avoir, donc ici, il y a pas mal de documents que l'on cités, donc on a encore une fois accès à ces documents, donc je peux aller voir ces documents qui sont en train de se citer. J'ai aussi des articles corrélés, donc c'est des articles qui, euh, qui sont en commun entre les articles sites, les articles ici, dans les références. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir. Donc, ici, j'ai quelques-uns qui sont dans des... donc, ici, j'ai la... J'ai, voilà, ce qui explique ce qu'est ces articles corrélés. Et puis, j'ai certains qui sont dans certains repositoires. Ah non, pardon, c'est les données, pardon. Donc ça, c'est des données, donc c'est vraiment des graphes. Et le related documents que je parlais plutôt, c'est ça. Donc c'est des documents qui sont en commun entre les références, qui peut être intéressant parce que voilà, c'est une base commune que voilà, la communauté est en train de se baser sur ce champ en particulier, que j'aille les consulter, pourquoi pas. Et donc ici, j'ai aussi les données qui sont corrélées à cet article. Donc là, il y en a plusieurs données que je peux avoir accès sur différents repositoires de données qu'on fait un partenariat avec OpenAIRS. Donc, par exemple, là, c'est vraiment la donnée de la il est dans ce European Nucleotide Archive. Donc voilà, vous avez accès aux données. Donc il y a plein d'informations ici. Et c'est pour compte du temps, je vais juste vous dire, bah, vous pouvez avoir accès aux différentes... voilà, soit c'est open access, vous avez accès directement, soit via l'institution, vous allez sur la page de l'éditeur, donc vous allez avoir accès à cet article, vous pourrez le lire, ou soit c'est dans un repositoire euh, euh, que le chercheur, l'auteur, a mis en accès aussi. Et donc ça, c'est aussi, vous allez l'avoir ici, les différentes options d'accès. Ouais. Et bien sûr, votre institution, la bibliothèque, va aussi mettre différentes ressources où vous pouvez, par le biais de ces ressources, vous pouvez aussi avoir accès. Donc ici, c'est ce qu'on a ici, c'est des exemples. Et ce qui est vraiment sympa de réfléchir pour travailler, c'est avec un gestionnaire de référence. Donc ici, encore une fois, mon exemple, ça sera sur Mendeley. Alors souvent, on se tourne sur le gestionnaire de référence une fois qu'on veut vraiment écrire, parce que là, on n'a pas le choix et ça vraiment, ça nous fait gagner un temps conséquent. Mais il est très important, il peut être très utile aussi pour organiser les références au fur et à mesure. Donc déjà, vous gagnez du temps parce que vous n'allez pas à tout emporter à ce moment-là, puisque vous allez le construire au fur et à mesure. Mais aussi pour centraliser, donc tout est centralisé, parce que quand vous sauvegardez donc, le fichier dans votre voilà, peut-être vous avez déjà un fichier dédié, bibliographie, etc. Ça dépend du comment vous le sauvegardez. Si on sauvegarde ici, parfois c'est des chiffres voilà, voilà, sur la chose. Donc, pour aller le chercher, c'est pas très évident. Donc, par exemple, si je veux chercher un auteur, le titre, un mot-clé, bon, voilà, c'est pas très évident. Donc, avec un gestionnaire de référence, j'ai ma bibliothèque. Je vais revenir sur la bibliothèque. Il est centralisé. Je peux le consulter de n'importe où. En tout cas, pour Mendeley, on a une version web. Donc, je peux consulter du laboratoire si je fais voilà, une collaboration dans je ne sais pas où et j'ai des temps d'attente, de manip. Je peux je consulter chez moi si je suis en train d'écrire ou voilà. Ou si je fais voilà, je travaille hybride aussi. Je peux consulter ma bibliothèque. Et puis surtout, vous voyez, il y a les auteurs, le titre, la source. Ici, pour ceux qui ont le fichier, et j'ai le fichier ici. Et donc, je peux chercher par auteur, je peux chercher le mot du titre, par exemple. Donc là, monoculture, c'était celui-là. Je peux les annoter aussi. Je peux faire des partages, donc je peux faire des collections pour après mieux les répertorier, mieux les trouver aussi. Donc j'ai des filtres d'auteurs, je peux faire des tags. Donc vraiment, ça aide vraiment à l'organisation.
Et puis aussi, je peux les annoter. Donc, si je vais sur ça, pardon, j'ai encore mon monoculture. Et là, par exemple, je pense que là, c'était déjà annoté. Donc, je peux faire des annotations que je peux revenir très facilement. Donc, après, donc je peux aussi dire, voilà, faire un commentaire ici. Et je peux aussi partager, par exemple, on peut aussi faire ça en équipe. On peut aussi partager ces collections, certaines bibliothèques avec une équipe et on peut faire des commentaires, des discussions ensemble sur un papier. Et sur Mendeley, ce qu'on a aussi, c'est qu'on peut aussi faire ces notebooks. Donc, ça permet de, en plus d'avoir ces notes dans chaque papier, ça permet aussi d'aller intégrer dans un ensemble plus large. Par exemple, ici, j'ai noté, j'ai surligné plusieurs choses dans différents papiers sur l'oméga 3 et la dépression. Et donc, si je veux, ah oui, c'est intéressant, je me rappelle plus quel papier j'ai lu, où est-ce que c'est, je clique ici, il va me trouver exactement d'où l'endroit où j'ai surligné. Voilà. Donc, c'est ce papier-là, à ce moment-là, où il parle de ce sujet. Donc, voilà. Donc, comment faire pour aller intégrer ça dans Mendeley? Donc, vous pouvez faire, soit vous avez vos PDF, donc on peut télécharger le PDF et simplement le mettre dessus, en fait. Par exemple, je ne sais pas si j'ai accès à celui-là. On va voir, on va faire un download. Non, j'ai pas accès à celui-là. On va faire un autre ici. Donc, je vais le télécharger. Ça, c'est un moyen de faire. Téléchargement. Et puis, il est là. Et je le mets ici. Et donc, il a été, vous voyez, il a été donc intégré ici avec les auteurs, le titre, etc., etc. Donc, sur certains PDF, peut-être il va pas. Bon, il a une technologie des PDF. Donc, parfois, peut-être qu'il a pas l'année. Donc, on peut ici aller après intégrer l'année ou les différents champs si on a besoin. Mais en tout cas, euh, dans 97% des cas, il va aller retrouver tous les champs correctement. On peut aussi, on n'a pas besoin de passer par des PDF, je peux aussi faire à partir de la page. Donc, en ayant le plugin de Mendeley, je peux aussi aller importer mes sources. Euh, donc voilà, j'ai vu cet article, je veux l'intégrer dans ma bibliothèque. Donc, j'ai juste besoin d'installer le plugin sur Chrome. Et je vais pouvoir donc l'intégrer à ma bibliothèque. Donc, comme je vous avais vu, vous pouvez créer donc les collections dans la collection en question, etc. Là, je suis désolée, mon ordinateur il est un peu lent. Est-ce que je partage avec vous, etc. Et juste quelque chose que j'ai oublié de dire sur Scopus, c'est bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des alertes de citation. Donc, par exemple, il y a un papier qui se base sur ma recherche sur le dernier papier du laboratoire, par exemple, et je veux savoir qui le cite. Donc, dès qu'il y a une publication que le cite, donc je peux faire des alertes de citation aussi sur Scopus. Donc ça peut être intéressant. Et bien sûr, on a tous les profils chercheurs. Donc, si je veux suivre Osborne Mark, par exemple, c'est un chercheur très influent dans ce domaine, je veux le suivre. On peut aussi faire des, euh, euh, des alertes sur les profils d'auteurs. Donc là, je veux suivre donc dès qu'il publie. Voilà, donc je fais un document alert. Par contre, si je suis le chercheur et je veux savoir qui me cite, je peux aussi faire une alerte de citation. Dès que quelqu'un cite des travaux que je suis un des co-auteurs, je peux aussi avoir ça.
Et la fréquence, la même chose, on peut faire cette fréquence. Et donc là, je vous montre vraiment comment tout cela peut s'articuler. Donc, c'est vraiment global. Donc, et je vais finir par la citation, bien sûr, dans Mendeley. Et donc ici, je peux avoir donc un document. Donc, c'est pour ça que les gestionnaires de référence sont très, très populaires, puisque voilà, on va faire les. Donc, bien sûr, je vais écrire ce qu'il a à écrire sur la thèse, sur le rapport de recherche, etc. Et puis, je vais inclure les citations. Donc, je peux aller inclure les différentes citations. Je peux aller chercher ces citations par rapport à un auteur ou autre, ici. Et donc, les inclure au fur et à mesure que j'écris. Je peux facilement donc aller inclure ces citations ici. Donc là, je fais un petit peu. Et à la fin, je vais créer donc ma bibliographie avec toutes les citations. Imaginez un document de, je ne sais pas, 25 pages, 10 pages, 5 pages ou plus en pages pour une thèse, ou non, peut-être même plus. Et là, je vais faire la bibliographie. Il me demande juste de mettre le curseur où je veux le mettre. Donc voilà. Donc il me fait ma bibliographie. Donc, je vais juste, désolée, j'ai un écran qui est en train de, voilà, je vais faire comme ça. Et donc, on peut aussi modifier le style de la bibliographie. C'est pas vraiment ça que je veux. Je veux citation settings. Donc là, je peux changer. Donc, quel est le style que je devrais choisir? C'est, je ne sais pas, stem cell, par exemple. Donc, avec un seul clic, je vais, euh, je vais mettre à jour toute cette bibliographie avec le style qu'il faut. Donc, ça permet de gagner un temps très conséquent. Donc, ça, souvent, les personnes ont ça en tête, que c'est très, très intéressant, mais je voulais aussi inviter à aussi voir en termes d'organisation, quand on fait la bibliographie, la veille, etc., d'avoir une bibliothèque organisée et centralisée avec, pourquoi pas, vos annotations et autres. Donc, bien sûr, on aime bien le papier, mais on peut aussi avoir quelque chose aussi de mettre au moins les parties qu'on veut après facilement nous retrouver, les retrouver ici avec ce gestionnaire. Donc, et je vais revenir. Donc, tout ça, hein. Ah oui. Donc, par exemple, que je vous ai dit, quand il y a quand il y a la version du papier dans une archive ouverte, vous allez voir, par exemple, View Repository Version, comme ici. Donc, on peut faire plein de choses sur Scopus. On peut évaluer la tendance, par exemple, de la production de la recherche dans ce champ. Combien de publications? Est-ce que c'est en train de monter? Est-ce que c'est plutôt stable ou pas? Qu'est-ce que les gens sont en train de publier? Donc, ça peut aussi donner, quand on est en train d'évaluer ou publier, ça peut aussi donner, est-ce que je vais publier aussi vite? Donc, dès que j'ai voilà, des données robustes, mais très rapidement dans un rapid communications, un short communications ou autre type de sources de publication qui sont rapides, ou voilà, je vais plutôt raconter toute une histoire et je vais publier dans des revues qui publient ce qu'on appelle des research articles, donc qui requièrent beaucoup plus de données. Et donc, je peux aussi analyser quelles sont les revues qui publient, qui sont plus intéressées sur ça, donc qui publient le plus avec ces mots-clés-là, les récents, les papiers récents, etc. Donc, ça, c'est les tendances. On peut aussi avoir en termes de volume les auteurs, et puis aussi dans le Scopus, on peut voir donc les thèmes, donc ça s'appelle aussi topics. On aime beaucoup. Donc les thèmes sur lesquels l'auteur est publié, donc les préprints qu'ils ont, s'ils en ont. Et donc, ça permet de voir, voilà, c'est intéressant que je suive cet auteur ou que je l'invite au jury. Aussi, nos éditeurs, ils utilisent ça aussi, une technologie basée sur ça pour voir est-ce que ça peut être un potentiel reviewer aussi, parce que vous avez les documents qui sont là, ou pourquoi pas un collaborateur ou un futur collaborateur qui ont publié sur quoi ils travaillent.
En fait, les topics, ça permet vraiment d'avoir un premier aperçu sur les thèmes. Et donc là, les thèmes, c'est les thèmes récents. Donc vous voyez là, c'était 2016-2020. En ce moment, je pense que c'est 2019-18 à 2024. 2019 à 2024, oui. Donc, les alertes, on peut faire les alertes par mots-clés définis, les alertes citation d'un document, les alertes de publication, citation d'un auteur et aussi d'une affiliation. Donc, si on va sur un profil d'affiliation plutôt qu'un profil auteur, on peut aussi faire des alertes dans ce sens. Et puis, on a aussi d'autres ressources, que ce soit dans Scopus, il y a il y a des centres d'aide qu'on peut aller facilement voir pour savoir comment ça marche. Comme je vous ai montré, il y avait les données tout à l'heure, mais sur chaque page, en haut de page, on a un support, on a ces webinaires-là. Et comme j'ai dit, on va proposer des nouveaux webinaires qui vont aller plus en détail euh, de chaque sujet un peu que j'ai touché ici. Donc, si ça a été intéressant, si vous voulez en savoir plus, on va faire un sur comment est structurer les requêtes sur Scopus et ainsi de suite. Et aussi, d'autres ressources sont disponibles à la bibliothèque universitaire. Donc, on invite vraiment la communauté scientifique de voir les formations qui sont proposées. Donc, il y a des formations sur les gestionnaires de référence. Quoi qu'il en soit, il y en a plein. Donc, vous pouvez aller voir une formation plus pointue. Il y a certaines écoles aussi qui aident en donnant des formations sur les écritures scientifiques ou les bonnes pratiques de citation, format de thèse et autres. Et aussi avoir aussi idée, qu'est-ce que vous avez accès, quelles sont les bases bibliographiques disponibles, par exemple, bien sûr, PubMed, mais vous avez aussi des bases un peu plus, qui vont être plus dédiées à un public, par exemple, Reaxys pour les chimistes, Embase qui est plus pour les sciences biologiques, en fait, qui va être, qui, qui, qui aura PubMed et plus avec plus de fonctionnalités de recherche. Donc, pour c'est vraiment la référence pour tout ce qui est études euh, systématiques, les revues systématiques. Et Engineering Village, Novel pour tout ce qui est ingénierie, donc un pour les chercheurs, l'autre pour les étudiants. Et il y a bien plus d'autres bases aussi, d'autres fournisseurs que votre bibliothèque universitaire peut avoir accès. Donc, c'est aussi bien de voir cet écosystème et de voir les outils qui peuvent être plus intéressants pour vous et tirer le plus de profit des outils qui sont disponibles. Donc, sur les prochains webinaires, on a ceux-là. Et est-ce qu'il y a des questions? Donc, Oui, ok. euh, une question de Irène Sorokin. Est-ce que tu... Donc, en gros, pour récapituler, elle a un compte Scopus. N'hésitez pas à lever la main, Irène, si vous voulez intervenir directement. Mais si j'ai bien compris, vous avez un compte Scopus, donc un compte Sens Direct, parce que, en gros, quand vous avez un compte Elsevier, ça, vous pouvez vous connecter partout. Et elle voulait voir, en fait, est-ce que tu peux montrer directement via ton écran Mhm. comment tu te connectes avec ton compte Scopus sur Science Direct? Parce que là, tu es connecté avec Sarah Rodriguez. Ouais. Ok, je vais ouvrir une page Ouais, en voilà, exactement. private. Donc, je mets ma caméra, excusez-moi. Donc, c'est le même mot de passe, c'est le même login, donc pour les deux. Donc là, je vais faire un sign-in ici. Donc, je vais mettre le même mot de passe et le même login ici. Et c'est valable pour toute autre plateforme de chez nous, de chez Elsevier, en fait. Et donc, je vais aller sur Sciences Direct. Alors, des fois, il me voit directement. Des fois, il faut que je clique sur My Account. Et là, il m'a vu Ah, directement. voilà. Donc, Mais sinon, il parfois, y a une page. oui. Non, parfois, il me voit directement. Ici, Sarah Rodriguez. Et parfois, quand je clique sur My Account,
et c'est là qu'il me voit après. Je vous Euh, laisse parler. Il y a Irène veut intervenir. Peut-être que c'est pas la bonne réponse. Si vous enlevez votre mute, si vous cliquez sur votre micro, normalement, on peut vous entendre. Voilà. Ah, super. Excusez-moi. Oui, Pas de c'était par souci. rapport à partir de la page Scopus. J'ai pas vu ce que vous avez fait parce que moi il y a Science Direct qui s'affiche directement quand j'ouvre Scopus? Non, pas que je non, 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 sache. non, non, Ben, non, c'est non. ça. C'est-à-dire moi je suis dans Scopus et comment Oui. j'arrive dans Science Direct, la page d'accueil à partir de Scopus. Ah, d'accord. C'est ça que je veux savoir. Alors, soit vous ouvrez Sciences Direct à côté, soit si, voilà, à partir d'un... Oui, mais je l'ouvre comment Science Direct? Moi j'ai un link institutionnel qui m'amène directement dans Scopus. Donc, ma question, c'était, à partir de là, comment j'arrive dans Sciences Direct? Mais c'est pas grave, ça se trouve, mes gestionnaires, ils savent et je vais leur demander, mais Ouais. c'était ça que je voulais savoir. Et Mais j'ai un link qui m'emmène directement. J'ai fait comme vous, Oui, mon email, mon identification, etc. Et je suis dans Scopus. Et c'était comment d'accord. je vais de Scopus à Sciences Direct, c'était tout. D'accord. Donc, de Scopus à Sciences Direct, vous avez la possibilité. Alors après, c'est vrai que par rapport aux institutions, et les accès peuvent être différents. Je ne sais pas si vous utilisez EasyProxy ou des choses comme ça. Mais voilà. Si à partir d'un document, je vais aller sur ViewPublisher et ça, c'est Sciences Ça, Direct. oui, ça, je sais, ça, je le fais. Mais Sinon, c'est c'est sur le... Alors, sur Scopus, il n'y a pas de lien direct de Sciences d'accord. Direct. Là, j'ai Voilà, ouvert une page sciencesdirect.com. ok, ouais, pas de souci, j'ai compris. Voilà. Merci. top. Merci. Avec plaisir. J'ai pas plus de questions dans le chat. ou dans- N'hésitez pas à lever la main hein, si vous voulez directement intervenir. Et Voilà, sinon, je mets donc les prochains webinaires jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on va communiquer bientôt aussi les webinaires de 2025, où on a aussi une partie dédiée à tout ce que j'ai parlé ici, mais un peu, on va aller un peu plus sur un sujet vraiment particulier. Par exemple, il y aura, comme j'ai dit, comment structurer les requêtes avec mots-clés. Scopus, c'est une question qui est récurrente. Donc là, j'ai fait rapidement pour montrer comment cet écosystème pourrait interagir. Donc, on va aller plus sur voilà, comment on peut choisir ces mots-clés, les booléens, les troncatures, les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Et entre autres, en tout cas, on va partager je vous mets le lien l'agenda. dans le chat pour l'agenda parce que vous allez retrouver les différents webinaires sur ce site. Donc, en gros, c'est une page qui est dédiée à la communauté francophone. Et dessus, donc, vous allez avoir ce que Sarah, mais également, ce qui est intéressant, c'est les webinaires passés. Si toutefois, à un Effectivement. moment, vous en avez raté un ou quoi que ce soit, par exemple, lui, il va être retranscrit dans les webinaires passés. Donc, vous pouvez avoir accès à des ressources quand même qui sont francophones et intéressantes. Voilà, sinon je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et n'hésitez pas il y a dans l'email que vous allez recevoir, il y a une petite enquête. Donc si vous voulez répondre à cette enquête et nous donner aussi des suggestions pour des webinaires futurs, c'est avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup. Irène, si vous êtes encore là, le lien est directement dans Oui, je suis là. Host